Le mois de septembre est là et sur le magazine Dans le Sahel, c'est la pause avec le débat mensuel. Tout d'abord, merci de votre fidélité. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous chaque semaine. Le thème de ce mois s'intitule Imposition des taxes dans le cadre de l'effort de guerre, efficacité et revers. Au Sahel central, des pays comme le Burkina Faso et le Niger ont officiellement recouru à cette méthode. Nous en discutons avec, en ligne du Burkina Faso, Oumarou Yaro. Il est expert en gestion de performance économique. Vous participez au Burkina Faso à la formation des comités de paix et de sécurité. Bonjour à vous. Bonjour. Nous disons également bonjour et bienvenue à Sa Majesté Naba Saga. Vous êtes chef coutumier dans la région du centre-ouest. À l'état civil, votre nom, c'est Modeste Yameogo. Vous êtes diplômé en sociologie et en communication. Bonjour. Du Niger, nous avons Chiroma Mahamadou. Il est fiscaliste et acteur de la société civile nigérienne. Bonjour. Et bonjour. Chers auditeurs, ce sont là nos invités. Ce magazine est produit avec le soutien de la Fondation Open Society. Boissons, appels téléphoniques, produits importés ou contributions volontaires, sans oublier des prélèvements sur salaire. Les autorités burkinabées ont imposé des taxes depuis plusieurs mois, des taxes qui sont imposées pour pouvoir récolter des fonds nécessaires à la lutte antiterroriste. Le dernier point des autorités par rapport au fonds de soutien patriotique fait état de plus de 86 milliards de francs CFA récoltés entre le 1er janvier et le 25 juin 2024. Oumarou Yaro, vous qui suivez de près cette mobilisation des fonds, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les fonds récoltés servent réellement à l'effort de guerre, à mieux équiper les forces armées burkinabées comme l'ont annoncé les autorités? Quand on suit le discours officiel, on ne peut que dire que ce fonds contribue effectivement à l'effort de guerre. Parce qu'il faut préciser le contexte dans lequel le fonds avait été mis en place. C'est dans un contexte où le Burkina avait décidé d'assumer un peu plus sa souveraineté en rompant avec un certain nombre de partenaires traditionnels. Et donc, à la recherche de nouveaux partenaires, il fallait que, en tout cas, les locaux ou les nationaux, en tout cas les Burkinabés eux-mêmes fassent quelque chose. Donc, je pense que dans ce cadre que ce fonds avait été institué avec plusieurs générations. Je parle de plusieurs générations parce que la première génération, c'était une contribution volontaire qu'on avait demandé aux travailleurs. Bon, cette décision n'avait pas tellement abouti. On a finalement imposé cette contribution aux travailleurs. À côté de cette contribution des travailleurs, surtout une imposition de taxes sur un certain nombre de produits de grande consommation, tels que la boisson, tels que les téléphonies mobiles. Majesté Saga Naba, au sein des populations à la base, la question est de savoir, est-ce que les populations adhèrent à la mobilisation de ces fonds-là? Au départ, la compréhension n'était pas très forte, mais je pense que l'État a mis du temps, a pris du temps pour expliquer. Je pense, après avoir expliqué, je pense qu'il n'y a même plus tellement de plaintes en tant que telles, puisque communicationnellement, on a montré une partie de l'argent qui a aidé à acheter des armes. Ils ont rendu compte régulièrement à la population pour dire, écoutez, à telle date, nous sommes à ce point de récolte venant de vous. Et je pense que la population a bien compris et a fini par adhérer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment de plainte en tant que telle là-dessus. Chiroma Mahamadou, du côté du Niger, quand les partenaires se sont retirés après le coup d'État contre Mohamed Bazoum, les nouvelles autorités, les autorités militaires donc, ont imposé un certain nombre de taxes, notamment sur les appels téléphoniques. Jusqu'ici, comment est-ce que la population vit cette défalcation? Ce n'est pas que sur les appels téléphoniques, il y a également sur les complexes hôteliers. Je pense que quand vous regardez aussi
les prélèvements, ce n'est pas très lourd. Parce qu'au Niger, c'est 10 francs quand vous faites un appel ou quand vous faites un bonus ou quand vous faites un forfait. C'est 500 francs donc sur les nuitées de l'hôtel. Quand vous prenez, en tout cas, de façon globale, quand vous prenez les prélèvements qui sont en train d'être faits, je crois que ce n'est pas des prélèvements qui sont trop lourds et que les populations adhèrent complètement à ces prélèvements-là. Parce que chaque fois, comme l'avait dit Sa Majesté, il y a des comptes qui sont faits journaliers, de façon donc récurrente chaque jour. On fait des comptes, on dit aux populations, voilà là où nous en sommes, voilà ce que nous avons pris par-ci, voilà ce que nous avons pris par-là. Je pense que les populations ont très bien compris et les populations elles participent vraiment à cet effort-là. C'est vraiment des contributions citoyennes qui sont faites à des moments donnés quand l'État est face à des besoins et surtout quand on veut que les citoyens affirment sa souveraineté. Imaginez, M. Sani, quand vous prenez un citoyen qui est dans un État où tout ce qu'on lui fait comme prestation, donc on lui dit que c'est sur la base de partenariat de telle institution, c'est tel pays qui a donné, c'est tel prêt. Vous prenez un citoyen qui est dans cette situation-là. Vous prenez un citoyen qui est dans la situation où c'est lui-même qui contribue dans sa poche à l'effort qui est en train d'être fait, où c'est lui-même qui sort les quelques francs-là de sa poche pour contribuer vraiment à la marche de la nation. Je pense que c'est lui qui sort de sa poche ces quelques francs-là, va être plus responsable et il va se sentir plus fier parce qu'il a contribué au moins à quelque chose et il a contribué à affirmer sa souveraineté. À quoi servent ces milliards qui sont récoltés, Oumarou Yaro? C'est vrai qu'on a vu aussi des équipements militaires présentés au Burkinabé. Oui, officiellement, ces fonds sont destinés essentiellement à aider l'État à faire face aux coûts très élevés de la guerre. N'oubliez pas que le Burkina est dedans depuis plus de 9 ans maintenant. Et ces fonds, en fait, est destiné essentiellement à cela. Je dirais certains prélèvements étaient programmés pour juste 2 ans, mais c'est sûr que ça va se poursuivre au vu de ce qu'on est en train de constater, notamment que l'insécurité à l'oreille dure, notamment l'augmentation régulière du nombre de VDP et également l'utilisation de ces fonds-là pour certainement autre chose. Et il ne faut pas l'oublier, le gouvernement a un certain nombre de fonds de souveraineté. Et comme mon collègue l'a dit, au Niger, c'est avec fierté que les populations contribuent, mais ce n'est pas des fonds qui sont directement reversés dans le budget de l'État. Vu la situation du Burkina, une partie de ces fonds sont régulièrement utilisés pour régler un certain nombre de problèmes pour lesquels il est difficile de communiquer publiquement avec la population. Donc ça relève bien sûr du secret d'État que nous n'avons malheureusement pas. Il y a une volonté du gouvernement, en tout cas de renforcer le patriotisme et de renforcer la souveraineté. Donc dans ce sens, ici, c'est pas exclu qu'une partie de ces fonds-là puisse être utilisée pour la création des usines et autres. Parce qu'à côté de ces fonds, on a mis en place ce qu'on appelle l'APEC. Donc c'est des agents de promotion interne, en tout cas de coopératives, pour que les populations puissent contribuer en tant qu'eux-mêmes apporteurs d'affaires pour construire des usines de transformation, pour construire des routes par-ci et par-là. Sinon, officiellement, on ne communique pas sur les autres usages possibles de ces fonds. Majesté Nabas, est-ce que dans les provinces, dans les régions, vous avez le sentiment que ces fonds-là sont utilisés à bon escient? Oui, nous sommes proches de la population, effectivement, la population dite de l'arrière-pays, qui nous revient avec des expressions et puis des sentiments d'avoir contribué effectivement à faire en sorte que de plus en plus nous puissions vivre ensemble en paix, comme il était d'usage dans le temps. Donc nous-mêmes, les chefs traditionnels, on a essayé, en plus de ces fonds prélevés, il faut dire qu'il y a des gestes collectifs de structures différentes
qui collectent et de l'argent et des vivres pour aider l'État dans cette lutte-là. Donc nous-mêmes, les chefs traditionnels, nous avons cotisé. Souvent, on a reversé à Koudougou, nous avons reversé partout un peu dans le pays parce que la population, justement, est venue nous voir pour nous dire que, enfin, on a un gouvernement qui nous dit ce qu'il fait avec notre argent. En dépit de la guerre, il y a des routes qui se bitument toujours. En dépit de la guerre, il y a, comme disait l'autre, des usines qui inaugurent, mais enfin, des dépôts de pierres, de premières briques d'usines. Ça veut dire que tout l'argent collecté, ce qui fait le plaisir de la population est que tout n'est pas utilisé dans dans un imbroglio, un système opaque qui n'est pas compris. Et c'est ça, je pense, la motivation. Sinon, vous voyez que, bon, je ne vais pas prendre des comparaisons. Dites-moi le pays qui a traversé une guerre et a payé des contributions demandées. Il n'y en a pas. Nous parlons français et la France, quand elle a eu ces difficultés, elle est même venue chez nous pour prélever des effets pour alimenter, pour aider son effort de guerre. Si bien que si la population aujourd'hui on les appelle des combattants sénégalais, des tirailleurs sénégalais, ils sont allés parce qu'ils étaient convaincus que c'était leur nation, la France. Si notre population est convaincue que sa nation aussi, c'est le Burkina, sa nation c'est le Niger, sa nation c'est le Mali, et elle doit tout faire pour aider les autorités qui, qui sont claires, j'allais dire. Bon, nous voyons, il y a eu des temps passés où les gens n'ont pas su ou vu la destination de leur effort. Cette fois-ci, en tout cas au Burkina, comme a dit l'autre tout à l'heure, moi je pense que la population qui est proche de nous, les chefs, en tout cas nous le dit, mais je pense que l'utilisation qui est claire, les résultats qui sont perceptibles malgré, en dépit de ce que nous voyons, de toute façon, la plaie, elle se fait, mais elle se guérit difficilement, mais elle se guérira. Chiroma Mahamadou, du côté du Niger, au début, ces contributions de population, de ressortissants nigériens ont aidé le régime militaire à tenir un peu après les sanctions, après le retrait des partenaires à la suite du coup d'État. Et en dehors de cet aspect, à quoi servent ces fonds qui sont récoltés? Ces fonds servent à beaucoup de choses. Vous savez, la première chose à laquelle ces fonds servent, c'est l'équipement des forces de défense et de sécurité. Et il y a aussi la prise en charge des familles des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de l'honneur. Donc, après cet aspect, le fonds là sert à affirmer notre souveraineté agricole et alimentaire à travers le programme de grande irrigation. C'est à travers ce fonds-là que les autorités ont pu investir dans le grand programme, dans le programme de la grande irrigation du Niger, qui vise à assurer notre souveraineté alimentaire et qui vise à l'autosuffisance alimentaire. À part cet aspect-là de souveraineté alimentaire, le fonds sert aussi à créer les conditions d'employabilité des jeunes. Ce fonds fait toutes les actions qui tendent à affirmer la souveraineté socio-économique et même politique du Niger. L'efficacité de ces fonds-là, c'est d'abord des fonds dont l'utilisation n'est pas orientée par quiconque. Donc, c'est des fonds qui sont disponibles, qui ont été mobilisés par les citoyens, dont aucun partenaire, aucune institution ne vient nous dire comment on va les utiliser. Là où on va les utiliser, il n'y a aucune orientation d'aucune institution ou d'aucun bailleur dans l'utilisation de ces fonds-là. Un autre aspect, donc, c'est ces genres de fonds disponibilisent la liquidité donc aux autorités. Dans chaque pays, comme vous voyez, qui est face à des urgences, une fois que ce fonds-là est instauré, les autorités ont au moins de la liquidité pour poser des actes vraiment de souveraineté
des actes qui vont poser les jalons pour vraiment une libération, une souveraineté totale de nos pays. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue sur la radio du dialogue. C'est le débat mensuel dans le magazine Dans le Sahel. Le thème de ce mois s'intitule « Imposition des taxes dans le cadre de l'effort de guerre, efficacité et revers ». Et nous sommes avec Oumarou Yaro, expert en gestion de performance économique. Il participe au Burkina Faso à la formation des comités de paix et de sécurité. Sa Majesté Naba Saga est avec nous, chef coutumier dans la région du centre-ouest du Burkina Faso. Tiromama Amadou, fiscaliste et acteur de la société nigérienne, est également dans ce débat. Sa Majesté Naba Saga, il y a au sein des populations quand même des gens qui mettent l'accent sur le fait que des pays comme le Burkina et le Niger traversent des crises économiques. Beaucoup d'activités ne marchent pas pour les populations. Est-ce que vous parlerez de revers par rapport à ce fonds? Il faudrait seulement que nous faisons appel à notre mémoire quand les ajustements structurels ont été imposés à nos pays, quand les programmes d'ajustement effectivement ont été imposés à nos pays pour dicter, ça avait appauvri surtout le côté social. C'est ça, ça avait appauvri le côté social. La santé est devenue très chère, c'est-à-dire libéralisée. L'éducation aussi libéralisée. Vous voyez que c'était des mécanismes qui appauvrissaient plus, à mon avis. Bon, bien sûr, il n'y a jamais une action qui n'a pas qui est loin des critiques. Les gens diront toujours on est pauvre, voilà ce qui est cela. Mais le Burkinabé, il dit merci à son Dieu quand même le matin. S'il boit la bière, il peut boire sa bière et il peut nourrir sa famille. Jusque-là, nous ne sommes pas dans une disette, nous ne sommes pas dans une pauvreté béante. Mais est-ce qu'elles sont fondées, ces accusations? Moi, je ne pense pas qu'elles sont fondées. Je ne dirais pas vraiment qu'elles sont fondées. Je dirais que ce sont des accusations, c'est normal, ça arrive. Mais comme je vous ai dit, elles ne sont pas fondées dans la mesure où il y a aujourd'hui quand même des mécanismes de soutien à la grande pauvreté. Je vois qu'on distribue du mil, je vois qu'on essaie de donner un peu à certains qui n'en ont vraiment pas. Je ne dis pas que c'est assez, je n'ai jamais dit que c'est assez. Oumarou Yaro, vous voyagez beaucoup à l'intérieur du Burkina Faso, au contact des populations. Est-ce que, selon vous, ces plaintes qui sont formulées, comme quoi il y a la cherté de la vie et dans le même temps l'effort de guerre, on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le plan purement social et économique, il faut dire que ces différents efforts que nous faisons pour le retour de la paix jouent quand même sur le pouvoir d'achat des populations et le panier de la ménagère. Ça, c'est un cas scientifique. J'ai la chance de parcourir le pays d'est en ouest, du nord au sud. Ça ne veut pas dire que les populations s'en plaignent. On s'est rendu compte que pour faire des omelettes, il fallait casser les œufs. Sinon, c'est certaines des mesures, il faut le dire, jouent vraiment sur le pouvoir d'achat de certaines populations. Du reste, le gouvernement est en train de réfléchir sur des mesures qui pourraient permettre plutôt, en tout cas, de taxer les plus riches. Donc, je pense que certaines de ces mesures-là sont déjà en train d'être mises en œuvre pour pouvoir soulager un peu la pauvreté au niveau d'un certain nombre de jeunes. Il faut pas oublier que certaines populations ont été prises au piège. Donc, ce qui a renchéri le coût de la vie, parce que certains, les denrées de première nécessité sont approvisionnés, mais de façon cyclique. Ça, c'est sur le plan purement économique. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la conception sociologique où, en tout cas, on a accepté effectivement de débourser parce qu'on veut la paix, ce qui est bel et bien normal. Et c'est en cela qu'il faut souhaiter que la crise prenne rapidement fin, parce qu'à côté de la crise sécuritaire,
il y a une grosse crise humanitaire. Du coup, ces coûts supportés par les populations jouent sur leur pouvoir d'achat. Certaines de ces populations, il faut le dire, avaient des activités qui n'arrivent plus à mener. Donc, ce qui joue également sur leur pouvoir d'achat, donc, et augmente leur vulnérabilité. Ça, c'est sur le plan purement économique et social. On voit cela et on sait que, en tout cas, la crise puisse diminuer assez rapidement pour que ces populations-là puissent. C'est des agents économiques qui ont été confinés dans leur zone où ils ne peuvent plus produire. Donc, ça joue sur la production des richesses nationales, que ce soit dans le domaine de l'or, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'élevage. On reconnaît l'effort que fait le gouvernement, mais après la crise, certainement que on appréciera un certain nombre d'aspects. Sinon, ces contributions diverses jouent sur le pouvoir d'achat, effectivement, de la population, surtout si ça s'inscrit dans la durée. Et des mécanismes complémentaires doivent être imaginés, effectivement, pour soulager ces populations-là. Et je m'étais dit même une fois que certaines populations qui sont dans certaines zones assez reculées, si on ne pouvait pas les dispenser d'un certain nombre de choses. Il y a des zones où les gens paient un certain nombre de produits au double que ce que nous payons à Ouaga. Ce n'est pas vraiment facile. Et on espère qu'on trouvera les bons mécanismes pour pouvoir soulager, en tout cas, un tant soit peu la pauvreté de la population qui a été prise au piège. Ce pas des bras non valides, c'est des bras valides qui produisaient, qui ont été pris malheureusement au piège et qui sont obligés de rentrer dans un rôle d'assistanat et où on peut les assister. Chiroma Mahamadou, maintenant du côté du Niger, cette même question, est-ce que ces contributions ne commencent pas déjà par agir sur le pouvoir d'achat des populations? Écoutez, concrètement, si on doit le dire, c'est vrai que c'est des centimes, c'est quelques francs de plus. Donc, en principe, dans le principe, ces contributions devaient contribuer à faire en sorte que les prix augmentent un tout petit peu. Mais bon, quand vous regardez concrètement, ça ne se ressent pas. Je vous ai dit au Niger, donc c'est 10 francs qu'on prélève sur chaque bonus, sur chaque forfait, appel ou Internet que vous faites. 10 francs. Et on prélève les 10 francs à partir de forfaits de 200. Et quand ils ont fait les gestionnaires de fonds et les autorités, ils ont fait une petite enquête préliminaire qui les a montré que la majeure partie des populations rurales ne dépassent pas les 200 là. Ils font des forfaits de 100 francs CFA, de 150, de 50, de 200. Il faut que vous faites un forfait qui va au-delà de 200 pour que la contribution soit prélevée. Quand vous regardez au niveau des nuitées d'hôtel, c'est 500 francs. Quelqu'un qui a de l'argent pour aller à l'hôtel passer une nuit, mais qu'est-ce que 500 francs va lui coûter? Quelqu'un, par exemple, qui fait un abonnement de télévision là qui sont satellitaires, c'est 200 francs. Quand vous regardez, dans le principe, donc c'est une critique que les gens font de ces mécanismes-là, mais quand même, je crois que ces critiques sont plus ou moins subjectives. Parce que concrètement, dans le fait, vous allez voir que tout celui à qui ces prélèvements-là a été imposé, vraiment, ça ne lui dit pas grand-chose. Ça ne pèse pas tellement sur son pouvoir d'achat. Quelqu'un qui voyage en avion, qui achète un billet d'avion de 700 000, c'est 1000 francs, on prélève. Qu'est-ce que 1000 francs va lui faire concrètement? Maintenant, moi, à mon avis, la critique ou bien le point d'attention sur lequel le débat doit porter, c'est est-ce que l'État a les moyens de contrôler concrètement ceux qui collectent, le collecteur de cette contribution-là. Quand vous prenez par exemple au niveau de la compagnie téléphonique qui prélève les 10 francs, qu'est-ce que l'État a de garantie que ce que la compagnie va déclarer là, c'est exactement ce que la compagnie a collecté? Parce que c'est ça le problème. L'État a autorisé le prélèvement et que c'est la compagnie qui vient déclarer à l'État, voilà ce que j'ai collecté tel jour ou de temps à temps. Mais quel mécanisme, quel moyen les autorités ont pour contrôler concrètement ce qui a été prélevé donc sur les différents articles ou bien les différentes contributions qui ont été faites là? Est-ce que l'État a un moyen qui lui permet de vérifier vraiment la sincérité des déclarations faites par ces compagnies-là qui font ces prélèvements-là? Là, vous voyez, je pense que c'est logique et on doit réfléchir et aider l'État vraiment à s'assurer que ce que ces compagnies-là versent, ce que ces compagnies déclarent
sont réellement sincères. Mais franchement, le pouvoir d'achat, ça n'affecte pas concrètement ou bien substantiellement le pouvoir d'achat vraiment des populations au niveau de Niamey. C'est vrai, ça fait mal, même si c'est 5 francs, 10 francs, ou bien quand vous voulez faire un forfait de 500, vous avez 502, on dit, bon, c'est impossible, il vous faut avoir 510. Mais quelqu'un qui a le pouvoir ou la capacité financière de faire un forfait de 1000 francs, de 500, je crois que 10 francs ne lui diront rien. Franchement, ainsi, on doit se dire la vérité. Mais c'est des critiques qui sont faites souvent par des personnes qui sont contre ce mécanisme-là. Et il faut les comprendre. Il y a des personnes qui sont même contre ces autorités. Il y a des personnes qui sont contre la transition. Donc, c'est aussi leur droit. C'est des critiques vraiment qui sortent de la plupart du temps des personnes qui sont même contre ce mécanisme. Bon, c'est leur droit de s'opposer, on les comprend. Merci à vous, Chiroma Mahamadou, fiscaliste et acteur de la société civile nigérienne. Vous étiez en train de discuter avec Sa Majesté Naba Saga. Il est chef coutumier dans la région du centre-ouest du Burkina Faso à l'état civil. C'est Modeste Yameogo, diplômé en sociologie et en communication. Omarou Yaro était également là, expert en gestion de performance économique. Vous participez au Burkina Faso à la formation des comités de paix et de sécurité. Chers invités, je vous remercie d'avoir accepté de nous parler dans le cadre de ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le débat s'est terminé. Ce mois-ci, nous avons essayé de voir dans quelle mesure la contribution des Sahéliens à l'effort de guerre sous forme de taxes est efficace et quels en sont les revers. Merci de votre attention. Si vous voulez réagir à cette émission, rendez-vous sur notre page Facebook WADR Service Français ou écrivez-nous à WADR en minuscule @wadr.org. Notre numéro WhatsApp, c'est le 77 569 77 72. Merci de nous avoir suivis. Gardez la forme. Salut.